Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. Comment choisir son modèle économique et quels sont les pièges à éviter lorsqu'on lance un projet SaaS? C'est le titre du podcast d'aujourd'hui. Au sommaire, comment éviter de perdre son temps sur un projet SaaS, sur une idée de projet SaaS à cause du biais de potentialité et du biais des coûts irrécupérables? Comment pitcher des investisseurs? Je vais vous donner la meilleure structure de présentation de votre pitch, plus 2 anecdotes personnelles où je me suis retrouvé justement face à des investisseurs et comment ça s'est passé. Comment créer son offre et trouver son modèle économique, mes techniques pour augmenter ses revenus lorsqu'on a un projet SaaS, la technique de Dropbox et de Kayak, qui est un site de comparateur de prix de billets d'avion, sur comment gérer ses clients. Et enfin, une méthode pour transformer ses clients en fans, c'est le sommaire de la vidéo d'aujourd'hui, du podcast d'aujourd'hui. Je tiens à vous dire que si vous souhaitez avoir la fiche que j'ai moi actuellement dans les mains via l'iPad, eh bien vous pouvez la télécharger via le lien en description, mais aussi si vous qui nous écoutez là, vous êtes freelance ou vous souhaitez le devenir, eh bien, je vous invite à vous inscrire à l'une de nos mini-formations pour freelance, que vous soyez salarié et vous souhaitiez vous lancer, vous êtes déjà développeur freelance et vous souhaitez développer votre activité, je vous invite à vous inscrire, à regarder le sommaire des 2 mini-formations qui sont absolument géniales sur comment trouver des clients, sur comment négocier avec les recruteurs, les clients, votre TJM, le télétravail, etc., etc. 2 super ressources qu'on a créées il n'y a pas longtemps. Les liens sont en description. Allez regarder ça. Fin de l'intro, début du podcast. Déjà, il faut faire un constat simple qui est que les projets SaaS sont les business les plus difficiles, selon moi et selon mon expérience et même de ce que j'ai pu entendre d'autres entrepreneurs, ce sont les business les plus difficiles à créer et à développer et à réussir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le succès est difficilement prédictible, surtout si on compare une activité de freelance où on va vendre son temps, où il y a déjà un marché qui existe en règle générale, donc on va pouvoir assez facilement se regarder les prix du marché, etc. Donc ça va être relativement facile sur l'offre qu'on va faire et les prix qu'on va pratiquer. Par contre, lorsqu'on développe un produit, surtout dans un projet qui est innovant, qui arrive sur un marché qui est pas saturé, etc., ben c'est difficile de savoir quelles sont les fonctionnalités qu'on va mettre en place et le modèle économique aussi qu'on va adopter. Et à ce titre-là, nous sommes, en tant qu'être humain, beaucoup plus sensibles à 2 biais cognitifs auxquels moi j'ai été la victime parfaite, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, c'est pour vous éviter de reproduire mes erreurs, qui sont le biais de potentialité et le biais des coûts irrécupérables. Alors, le biais de potentialité, c'est l'idée que chaque dev fait ce calcul qui est classique, c'est de me dire, ok, si je vends 1000 abonnements à 10 € par mois, j'ai mes fameux 10K par mois et c'est bon, je peux vivre en automatique de mon projet SaaS. Alors ça, c'est un biais cognitif, donc le biais de potentialité, on se dit, ok, c'est facile, finalement, j'ai qu'à vendre 1000 abonnements, ou alors 100 abonnements à 100 € et c'est gagné. Et cette manière de réfléchir-là, c'est un prétexte, c'est une façon de rationaliser une décision d'investir du temps sur un projet, même quand celui-ci ne rapporte pas d'argent. Et c'est le biais de potentialité, et pour vous l'illustrer, en fait, il y a une expérience par, je crois, Harvard, qui a fait des chercheurs d'Harvard qui ont fait cette expérience-là. Ils ont interrogé des gens, et ils leur ont dit, écoutez, vous êtes, à partir de demain, à partir d'aujourd'hui, manager d'une équipe de NBA. Et vous avez le choix entre... donc vous avez un certain budget, et vous avez le choix aujourd'hui entre 2 joueurs, A et B. Le joueur A, il est encore au lycée. Et on prédit que ses stats à lui, elles vont être d'un certain niveau d'ici 5 ans. Okay. Donc on a fait des simulations et on prédit voilà, qu'il va avoir tel niveau, tel stat dans 5 ans lorsqu'il sera dans la NBA. Maintenant, vous avez un joueur B qui, lui, fait déjà partie de la NBA et il a déjà 5 ans d'expérience et il a les stats identiques à ceux qu'on prédit pour le junior qui est encore au lycée. Imaginons que vous êtes donc ce manager. À l'année 6, donc vous avez le choix entre ces 2 joueurs, enfin vous avez ces 2 joueurs-là, vous pouvez mettre une certaine somme d'argent pour acheter ces joueurs-là pour qu'ils rejoignent votre équipe à la 6e année. C'est-à-dire qu'on va attendre 5 ans
pour celui qui est au lycée. Et la 6e année, il va pouvoir rentrer dans l'équipe et on va payer une certaine somme pour qu'il rentre dans l'équipe. Le joueur B, on va l'acheter, donc, entre guillemets, tout de suite, l'année prochaine, pour qu'il rejoigne l'équipe. D'accord ? Combien est-ce que vous êtes prêt à mettre pour le joueur A et le joueur B ? Eh bien, ce dont on s'est rendu compte, c'est que les gens, lorsqu'ils étaient mis dans cette situation de manager d'équipe de NBA, ils étaient prêts à payer bien plus cher pour le joueur A. Donc, un joueur dont on prédit que les résultats seront identiques au joueur B qui a déjà ces résultats-là. Et ça met en exergue ce fameux biais qui est le biais de potentialité, c'est-à-dire que quand les résultats sont incertains, nous avons tendance à les surestimer. Et c'est une grave erreur, et je vais vous dire pourquoi. Donc, le résultat de ce biais, c'est que nous avons tendance à surestimer les gains lorsqu'ils sont incertains. Donc, dans le cadre de mon projet SaaS, j'ai tendance, lorsque les gains sont incertains, ce qui est le cas justement des projets SaaS, parce que c'est très difficile à mesurer, surtout au début, à surestimer le nombre de ventes que je vais faire. Ce qui est une grave erreur parce que je vais utiliser ce prétexte-là pour continuer à passer du temps sur un projet qui me rapporte pas d'argent. Le deuxième biais, et d'ailleurs pour ce biais-là, pour l'expérience dont je viens de vous parler, vous aurez les sources de ce que je vous raconte dans la fiche que vous pouvez télécharger en lien dans la description. Le deuxième biais, qui est le biais des coûts irrécupérables, je peux le résumer en une phrase, c'est que plus on investit du temps sur un projet, moins on est enclin à y mettre fin. L'exemple le plus connu, c'est une expérience qui a été faite où les gens attendent le bus, ils sont à l'arrêt de bus, ils attendent, et on s'est rendu compte que plus ils attendent, plus ils vont être en capacité à attendre encore plus longtemps. C'est-à-dire que si j'attends 5 minutes, je vais encore attendre 5 minutes peut-être, et si j'ai attendu 10 minutes, je vais être beaucoup plus enclin à attendre longtemps parce que j'ai déjà attendu 10 minutes, donc j'ai l'impression d'avoir perdu ces 10 minutes-là, ce qui est le cas, si je continue d'attendre. Si je m'en vais et que j'attends pas le bus. Et du coup, plus on investit dans un projet, plus on va être enclin de continuer à investir, même si ce projet est voué à l'échec. Et donc ça, c'est le fameux biais des coûts irrécupérables. Pourquoi est-ce que je vous en parle ? Parce qu'en fait, ces biais-là, moi, j'en ai été victime lorsque j'ai fait mon projet SaaS, et même si ça faisait pas sens financièrement, aveuglé par ces bugs du cerveau, j'ai poursuivi dans ces projets à investir du temps, des ressources aussi financières, dans des projets qui n'en valaient pas la peine. Alors, moi, je vais vous proposer 2 solutions, si vous avez un projet SaaS, pour éviter de tomber dans ces erreurs-là, dans ces biais-là. Le premier, ça va être de mesurer votre temps et de calculer votre taux horaire. Et comparez-le à d'autres opportunités que vous pouvez avoir. Par exemple, si vous êtes freelance, vous vendez 500 € la journée, eh bien, vous pouvez dire, OK, ce projet-là, combien de temps j'y passe ? Alors, évidemment, on ne va pas mesurer à la minute près, mais au moins réfléchissez à ça. Je vais passer 1 mois dessus à temps plein, ou je vais y bosser le soir et les week-ends. Combien de jours j'estime y passer ? Si j'y passe 2 mois dessus, et que j'ai pas gagné 1 euro, même que j'ai gagné, 1000 €, si je ramène ça à la journée ou au taux horaire, et que je compare à une autre opportunité, que j'aurais pu avoir en freelance, par exemple, combien d'argent j'ai perdu ou j'ai gagné. Donc ça nous permet d'objectiver et de sortir un petit peu de cette irrationalité qu'on peut avoir dans le cadre de ce genre de projet. La deuxième stratégie, c'est tout simplement de pratiquer la prévente. C'est-à-dire qu'avant de développer quoi que ce soit, vendez votre solution. Et c'est tout à fait possible, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et j'en ai parlé dans l'épisode numéro 1 sur justement comment lancer un projet SaaS, donc je vous renvoie vers celui-ci si vous ne l'avez pas vu. Donc ça, c'est pour les biais les 2 biais à éviter. Maintenant, je vais vous parler de comment pitcher un investisseur, de la structure à utiliser lorsque vous êtes amené à parler de votre projet à des investisseurs. Et je vais vous partager la structure du pitch de Y Combinator. Alors pour ceux qui ne savent pas, Y Combinator, c'est le célèbre accélérateur de start-up en Silicon Valley qui a sorti des boîtes comme Dropbox, Airbnb, etc. etc. Bref. Et voici sur leur site la structure de pitch qu'ils recommandent, donc en 7 parties, et que j'ai utilisé à titre personnel pour pitcher. Alors, la première partie, c'est qu'est-ce que vous faites, quelle est la taille de votre marché, où vous en êtes, quel est votre point de vue unique et quel problème résolvez-vous, donc quelle est un petit peu votre sauce secrète, l'avantage que vous avez aujourd'hui par rapport au marché parce que vous allez découvrir quelque chose qui est unique.
quelque chose sur votre cible client, par exemple. Quel est votre modèle économique? Qui fait partie de l'équipe? Et qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous attendez de nous? Alors, très rapidement, je vais vous donner, parce que j'ai été amené à le faire, alors là j'ai refait l'exercice a posteriori, qu'est-ce que je mettrai sous chaque partie dans le cadre de mon projet SaaS, donc qui est pour rappel Zone de chasse, une application GPS pour les chasseurs, qui leur permettrait de cartographier leur territoire de chasse pour mieux se diriger, mieux organiser les parties de chasse. Donc que faites-vous? Je viens de vous le dire, Zone de chasse est une application mobile qui permet aux chasseurs appartenant à une même association ou société de chasse de cartographier leur territoire, limites, zones interdites, postes, etc., et de partager l'ensemble de ce territoire à des adhérents de la dite association ou société. En effet, l'ensemble des adhérents n'ont pas forcément connaissance du territoire de chasse et à ce titre-là peuvent se retrouver dans une réserve de chasse, voire même dans une propriété privée, ce qui est interdit, ce qui est à la fois interdit par la loi et peut-être dangereux. Donc là, je vous explique le concept. C'est clair, on comprend. Quelle est la taille du marché? Ben voilà, en France, nous avons 1 million de chasseurs et 40 000 associations et sociétés de chasse. En Europe, plus de 2 millions de chasseurs et aux États-Unis, près de 16 millions. Où en sommes-nous? Nous avons développé une première version de la solution. Elle compte 10 000 utilisateurs mensuels, dont 50 associations clientes, soit un chiffre d'affaires sur les 6 premiers mois de 3 500 €. Quel est votre point de vue unique? Quel problème résolvez-vous? Nous permettons aux associations et sociétés de chasse de gagner en moyenne 1 heure dans le temps d'organisation des parties de chasse, notamment pour la chasse au sanglier en battu. Quel est le modèle économique? On vend en abonnement annuel aux associations et aux sociétés de chasse pour 72 € TTC par an. On trouve nos clients via les groupes Facebook de chasse sur Facebook, en y partageant des vidéos de démo de l'application. Donc là, je partage aussi quelle est notre source principale d'acquisition de clients. Qui fait partie de l'équipe? Nous sommes 2 dans l'équipe, moi, Lilian Alvarez, ingénieur logiciel spécialisé dans le développement d'applications mobiles, et mon père, ancien président d'association de chasse. Donc là, qu'est-ce que fait? J'assois la crédibilité du projet en expliquant que voilà, il y a déjà un responsable technique dans le projet, et il y a aussi une personne qui a une vision business, qui a déjà fait, en fait, qui est entre guillemets déjà cliente de la solution. Ensuite, que voulez-vous? Alors là, évidemment, j'invente, donc c'est vraiment pour l'exemple. Nous voulons lever 100 000 € dans le but d'accélérer nos développements techniques via une version de cartographie sur le web contre 10% de notre société. Donc je vous mets aussi le lien de la structure de ce pitch dans la fiche SaaS, donc vous pouvez télécharger en description. Alors maintenant, deux anecdotes un petit peu croustillantes, je vous l'avoue, sur les fois où je me suis retrouvé face à des investisseurs pour pitcher. Alors pour la petite anecdote, c'était en 2017, à l'époque j'étais encore salarié dans une ESN lyonnaise, et je travaillais donc sur ce projet le soir et les week-ends. J'en parlais pas trop à mes collègues parce que voilà, alors, mis à part à certains qui étaient au courant, mais je voulais pas trop que ça se sache parce que je voulais pas causer des problèmes, voilà, avec ma hiérarchie qui se disent ok, finalement il est là que pour un certain temps, après il va vouloir partir pour lancer son projet, du coup voilà, on va pas l'augmenter, bref, vous voyez ce genre de choses. Et j'ai postulé, donc j'ai participé à un concours qui s'appelait le concours, enfin en tout cas j'ai gagné le prix Pépite en 2017 parmi une centaine d'autres projets, et j'ai gagné 5 000 €. Et dans ce cadre-là, j'ai été amené, je crois, par un incubateur lyonnais de mémoire, à pitcher face à des investisseurs, des business angels, mon projet. Et j'étais le deuxième à passer, donc on était tous les projets, enfin on était un certain nombre de projets à Lyon, dans la salle à attendre. Il y avait, je me souviens, j'étais au fond de la salle, moi, avec le gérant de l'incubateur qui s'appelait Billy's à l'époque. S'ils regardent, je leur fais un petit coucou. Et il y avait tous les investisseurs, ils étaient, 8, 9, 6, 7, quelque chose comme ça. Donc c'était grosso modo, c'était des mecs qui devaient avoir 60 ans, plus de 60 ans, qui avaient bien réussi leur carrière, grosso modo. Certains étaient entrepreneurs, d'autres, c'était des anciens cadres de société. Et la première personne passe. Et lui pitchait une plateforme pour les professeurs des écoles pour partager leurs cours entre eux. Et il explique son projet. Il pitch pendant 15 minutes. Donc il y a un silence dans la salle, les gens écoutent. Et à la fin des 15 minutes de son pitch, il dit « Est-ce que vous avez des questions ?» Et là, il y a un investisseur qui lève la main et qui dit « J'ai rien compris à votre projet. C'est pas du tout clair votre histoire. » Et là, il y a un blanc. Tout le monde se fige.
Le mec qui était en train de pitcher, il devient rouge, il commence à bégayer et tout. Je vous raconte pas l'histoire et je me souviens à ce moment-là, il y a le dirigeant de l'incubateur qui était à côté de moi qui me dit « Surtout Lilian, avec ton projet de chasseur, prends le temps de bien expliquer et tout, que ce soit clair. » Je dis « Ouais, t'inquiète pas et tout, j'ai bien prévu le coup et tout. » Et bref, je vous raconte pas le froid que ça a mis dans la salle avec les autres qui allaient pitcher leur projet. Moi, j'étais le suivant, j'étais le second. Donc, je passe après ce gros blanc et tout. Et en plus, j'avais fait des slides pour la petite anecdote avec les 7 points que je viens de vous partager. Et pour chaque point, je veux dire, j'avais juste mis le titre sur la slide et j'avais mis 0 chiffre, etc. Vraiment aucune image et tout. J'y allais vraiment à l'oral et mes slides en fait me servaient juste d'accroche pour me rappeler en fait de tous les points que je devais aborder lors de ma présentation. Et je fais ma présentation. Et là, la même personne lève la main et elle me dit, là, cette fois, j'ai tout compris. C'était très clair. Merci. Et s'en est amené un échange. Alors, à l'époque, je cherchais pas à lever de fonds. C'était au tout début du projet. Je me souviens même pas si j'avais vraiment gagné de l'argent à cette époque-là, ou peut-être quelques centaines d'euros. Hein. Donc, je vais pas vous mentir là-dessus. Je cherchais même pas à lever de l'argent. Je sais même pas si on m'aurait donné de l'argent à cette époque-là. Donc, voilà ce que je leur ai dit. Et j'ai retenu l'attention, je crois, de cette personne qui avait dit j'avais rien compris. Il est venu me voir à la fin. Et il me dit, écoute, Lilian, ton projet m'intéresse bien. Et je suis le président, je me souviens plus, le secrétaire d'un groupe de business angels qui s'appelle INSA Angels Lyon. Et il me dit, j'aimerais beaucoup que tu viennes pitcher ton projet et tout auprès des investisseurs. Voilà, peut-être que ça peut te servir et tout. Je dis, pourquoi pas et tout. Allons-y. Je crois que c'est des mois plus tard. J'avais pris rendez-vous donc lors d'une soirée de business angel. Et je me pointe un petit peu avant ma présentation, l'heure auquel j'étais censé passer, et je crois que j'attends 1 heure. Ils avaient 1 heure de retard, donc j'avais un petit peu les boules, mais bon, je travaillais sur mon ordi, donc à l'époque, ça me dérangeait pas trop. Et je me retrouve dans cette salle, en U. Vous savez, elle est organisée en U, donc vous avez les trucs comme ça, et il y a plein de gens dedans. Il y avait peut-être 30-40 personnes, donc elle était comme ça. Moi, j'étais au tableau, en fait, c'était à l'INSA, en fait, à l'INSA de Lyon, dans une de leurs salles. Et je me retrouve face à tout le monde, et je commence à faire ma présentation. Et là, les gens qui parlent durant ma présentation, et qui m'interrompent, qui se permettent des commentaires, etc. Mais je me dis, et moi, j'essaie de pas me déstabiliser, etc., de continuer mon pitch, nanana. Et je me dis, mais mon Dieu, en fait, là, je suis dans une cour de récréation pour adultes, pour riches adultes qui ont des bonnes carrières. Et en fait, c'est vraiment leur, j'ai vraiment l'impression d'être dans une cour de récréation pour adultes, pour riches adultes, en fait, qui a de l'argent un petit peu à dépenser, qui a 2-3 000, en fait, ils vont mettre des tickets de 2, 3, 4, 5 000 euros par tête, sur un projet. Et ils parlaient tous, ils m'interrompaient. Enfin, j'étais bouche bée, j'étais scandalisé. Je me suis dit, mais où est-ce que je suis? C'est quoi cette jungle là en fait? Et je me souviens être sorti de là en me disant, mais mon Dieu, imaginons que je fais rentrer ces gens-là au capital de ma société, que je me marie quelque part avec eux. Mais qu'est-ce que ça va être comme bordel, quoi? Mais vraiment, j'étais là, je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire en fait? Et je me suis dit, ok, jamais de la vie, je prends de l'argent de business angel parce que je me suis dit, en fait, ok, c'est des gens qui avaient de belles carrières pour la plupart, mais j'avais vraiment l'impression que pour eux, c'était un petit jeu, alors que moi, c'était mon projet, j'y passais ma vie, quoi. Donc je m'étais dit, ok, jamais j'irai, si je dois aller lever des fonds, je n'irai pas auprès de business angel, ou en tout cas, cette expérience-là m'avait sacrément refroidi, parce que je me suis dit, mais mon Dieu, quoi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bref, comment créer son offre et trouver son modèle économique, c'est-à-dire comment est-ce que je vais vendre mon produit SaaS, mon logiciel. C'est une question que je me suis beaucoup posée au début de mon projet et qui a énormément évolué en fait durant mon projet. Et je pourrais vous résumer en fait en une phrase la stratégie adoptée, c'est de faire simple. Je me suis pris la tête pour rien, parce que je voulais optimiser combien d'argent j'allais gagner, etc. Ce qui est une grave erreur au début, parce qu'en fait, on sait même pas si notre idée plaît, et en fait, il faut juste vendre, quitte à changer les prix, etc. Mais il faut faire simple au début. Et je vais vous partager un petit peu, moi, toute la réflexion logique par laquelle je suis passé avec Zone de Chasse,
et toutes les erreurs en fait que j'ai pu faire. Mais grosso modo, la leçon à retenir pour les modèles économiques, surtout au début, c'est de faire simple. Donc au début, moi j'avais 2 cibles clients qui étaient les associations de chasse, les sociétés de chasse et les particuliers. Et pour chaque cible, j'avais 3 formules. Et je m'étais dit, ok, pour chaque formule, donc je vais ajuster, parce que moi c'est un outil de cartographie, le nombre de traits qui vont mettre sur la carte, parce que quelque part je cherchais une façon de rationaliser le prix que j'allais leur faire facturer, et ça me paraissait être une bonne idée de mettre un prix au nombre de traits sur la zone. Donc plus la zone allait être grande, et donc plus ça allait être précis, plus j'allais leur facturer cher. Et le nombre de points aussi qu'ils allaient ajouter sur la carte. Donc j'allais leur facturer vraiment à ce niveau de détail-là. Le problème de ce modèle économique, c'est que c'est beaucoup trop compliqué, et pour que les gens, avant même de s'abonner et quand ils téléchargent l'application, en fait, ils ne savent pas de quoi, combien de traits, combien de postes ils vont avoir besoin, etc. C'est très compliqué. Et du coup, quand c'est compliqué, les gens n'achètent pas. Quand ils ne sont pas capables d'anticiper, etc., dès qu'ils ont le moindre doute, ils n'achètent pas. Et la simplicité et surtout la clarté est d'une importance capitale dans n'importe quel business que vous créez. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu en tant que freelance. C'est quelque chose que je vois aujourd'hui, puisque moi, j'ai une activité de freelance aujourd'hui, iOS, qui est une de mes activités principales, avec la formation pour freelance, évidemment, lien en description. Chez Carrefour, en ce moment, puisque je travaille sur l'application de livraison de courses et de drive de Carrefour, j'ai discuté avec le product manager, les PO, etc., et les plus gros sauts qu'ils ont fait en matière de taux de conversion, c'est quand ils ont simplifié le processus et surtout qu'ils ont ajouté de la clarté. C'est quand les gens savaient exactement, lorsqu'ils commandaient, quand ils faisaient une commande, ils savaient exactement le créneau de livraison, etc. et qu'il y avait aucun doute, en fait, sur les choix qu'ils avaient faits à chaque étape du processus. C'est-à-dire que je sais d'où je viens, où je suis et où je vais, et tout me paraît clair, en fait. Et finalement, pour vraiment ne pas perdre des gens, c'est la clarté du processus client, de l'expérience client, du parcours client qui est super important. Donc je vous invite à ne pas faire de bêtises là-dessus et faire le plus clair possible. Je vais vous partager quelques petits screenshots là à l'écran en post-production. On va mettre ça pour ceux qui voient la vidéo sur YouTube. Sur les modèles économiques, mais pour vous donner une idée, voilà, j'avais 3 formules pour les particuliers, une à 2,99, 5,99, 4,99, avec un certain nombre de zones. C'était pas du tout clair. Les gens, ils étaient perdus et du coup, ils achetaient pas. C'était pas clair, et voilà. Et en plus de ça, je veux dire, développer dans votre logiciel chaque formule avec les if machin, x fait x point, alors je dois le basculer, ça demande une surcharge de travail et un niveau d'optimisation qui n'a pas lieu d'être, surtout au début de votre projet. Donc ne faites pas cette erreur-là, faites simple. Je vais vous mettre aussi à l'écran le prix pour les associations et sociétés de chasse que j'avais mis avec les différentes formules. Et enfin, la version finale, qui m'a permis d'atteindre plus de 170 clients par an qui se sont abonnés à cette formule-là, qui était toute simple. Déjà, je proposais une garantie satisfaite pendant 60 jours, sans condition. Donc ça leur donnait tout le temps nécessaire pour tester l'application et voir si elle correspond à leurs besoins. Et ensuite, tout simplement, j'ai tout fait illimité. Le nombre de zones de chasse, tout était illimité. Je leur mettais une assistante par téléphone et par mail 7 jours sur 7, de 9h à 20h. Et ensuite, voilà, je mettais tout illimité. Le prix, c'était 72 € TTC par an, que j'ai fait plus ou moins au doigt levé, je vous avoue. J'ai fait des tests, voilà, et puis 72 € par an, c'était le prix. Alors j'aurais peut-être pu le vendre plus cher, mais je vous avoue qu'au début, autant vendre, c'est pas grave, on cherche pas à optimiser le prix, on peut essayer de le monter de temps en temps. 2 petites anecdotes sur la première vente de mon abonnement. Il se trouve que c'était un client qui était belge, et il m'a posé via Facebook à l'époque, parce que j'avais une page Facebook pour Zone de Chasse, plein de questions par message. Et en fait, il avait atteint, parce qu'au début, j'avais fait un système de période d'essai, etc. Il avait atteint la fin de la période et il voulait plus de temps. Et finalement, après une discussion avec lui où il m'a posé des dizaines de questions, il a fini par acheter. Et le sentiment, le rush de dopamine que vous avez quand un client, il achète pour la première fois, mais j'ai l'impression que ça a changé ma perception du monde. Je me suis dit, ça y est, enfin, j'ai réussi à vendre un abonnement. Et je vais vous dire, il y a un autre sentiment aussi. Et je vais vous raconter 2 autres anecdotes. Je me souviens un jour, j'étais parti me balader à une époque, c'était à Lyon. Je crois que j'avais un rendez-vous avec une amie, une fréquentation que j'avais à l'époque.
Et on se baladait dans les rues de Lyon tous les deux. Et je sens mon téléphone qui vibre, je reçois une notification et j'avais vendu un abonnement. Et ce sentiment de se balader où vous êtes là avec votre copine, vous profitez de la vie et vous avez gagné de l'argent tout en profitant, je veux dire, pas en étant là derrière votre ordinateur ou à passer du temps. C'est un sentiment extraordinaire que j'espère un jour vous ressentirez parce que cette notification Stripe est un shot de dopamine qui est vraiment génial. Et une autre sensation aussi qui est géniale, c'est lorsque vous allez au lit, vous vous réveillez le lendemain matin. Et moi, c'était mon rituel. Tous les matins, j'allais sur mon application, je crois, de télé, enfin, mon Gmail. Je faisais mon pull to refresh, voilà, pour voir les emails que j'avais reçus. Et quand je voyais des notifications, je me suis dit, mon Dieu, j'ai gagné de l'argent en dormant. C'est le fameux, c'est extraordinaire. Maintenant, je vous mets en garde, attention de ne pas tomber dans les deux biais dont je vous parlais plus tôt. Et d'ailleurs, cette sensation de dopamine-là, ces shots de vente-là, etc., risque de vous encourager à être dans cette dynamique, parce que c'est un sentiment qui est tellement extraordinaire qu'on en devient presque accro. Donc, je vous mets en garde, attention, ne tombez pas dans le biais-là, parce que vous avez gagné un petit peu d'argent en dormant, ou que lorsque vous baladez avec votre copine dans les rues de Lyon, pour ma part. Maintenant, je vais vous partager l'ensemble de mes techniques pour accroître vos revenus. Pour accroître vos revenus, il y a deux éléments auxquels il faut être très sensible. Le premier, c'est le nombre d'utilisateurs de votre solution. Combien d'utilisateurs vous avez, combien de gens vont sur votre site, et le taux de conversion que vous avez d'utilisateurs à clients. Alors, concernant l'augmentation et l'accroissement de votre taux de conversion, quelques petites stratégies. Je vais faire l'hypothèse que votre projet SaaS, il est sur un modèle freemium, puisque aujourd'hui, je crois que c'est le modèle le plus répandu aujourd'hui dans les projets SaaS. Donc, qu'est-ce que le freemium? Donc, vous avez une partie de votre application qui est gratuite et une autre qui est payante. Et la première question que vous vous posez peut-être par rapport à ce modèle-là, c'est où est-ce que je mets le curseur du gratuit et du payant? Parce que on ne veut pas mettre le curseur du payant trop tôt, c'est-à-dire la personne elle se retrouve très vite aux limites et du coup elle n'a pas encore essayé, éprouvé assez votre solution, donc elle se dit je laisse tomber, c'est même pas la peine, je vais pas continuer parce qu'en fait j'ai même pas testé voir si ça me convenait vraiment, et on veut pas mettre trop de trucs gratuits qui feraient que finalement la personne reste tout le temps en gratuit et ne passe jamais en payant. Donc c'est tout un enjeu de trouver le curseur. Je n'ai pas de formule magique, par contre, je vais vous partager une méthodologie pour trouver cette méthode de curseur gratuit-payant. Alors déjà, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai limité certaines fonctionnalités. C'était le nombre de zones de chasse, le nombre de postes, etc. Mais ça permettait à la personne de tester la fonctionnalité. Et de s'assurer que voilà, ça marche bien. Et aussi, le nombre de personnes, le nombre d'adhérents auxquels on pouvait partager la solution. Donc, vous voyez, vous étiez une association, je crois que j'ai limité à 3-4 personnes, et au-delà, c'était, c'était plus possible de se connecter, en fait. Je disais, voilà, vous avez atteint la limite, il faut passer payant. Ensuite, j'avais aussi des fonds de cartes, et notamment les fonds de cartes IGN. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, ce sont des fonds de cartes qu'on rajoute par-dessus la carte Google Maps, avec notamment les cadastres, en fait, qui sont les parcelles qui existent en France, qui permettaient, en fait, de cartographier plus facilement le territoire de chasse et les limites. Et qu'est-ce que je faisais? En fait, dès qu'il y avait un utilisateur qui atteignait une des limites de l'utilisation du logiciel gratuit, je remontais un genre de flag qui était en fait rien d'autre qu'un booléen pour indiquer que telle limite venait d'être atteinte. Et derrière, j'avais connecté un système que j'utilisais qui s'appelle Lemlist, qui est un système d'emailing, et j'envoyais une série d'emails automatiques. Suite à l'atteinte de cette limite gratuite, enfin, on avait atteint la limite gratuite d'une fonctionnalité. Donc, par exemple, si la personne, elle ajoutait 15 postes de chasse, elle avait deux possibilités. Soit elle parrainait quelqu'un et elle gagnait 15 postes de plus et ensuite elle était vraiment limitée, ou alors elle passait premium. Et quand la personne passait, justement, pour la pousser à passer premium, je lui ai envoyé une série d'emails. Donc, le premier email, je crois que c'était un premier code promo. Donc, si la personne n'achetait pas dans les 24 heures, je balançais ce code promo de 10% ou 15%. Puis, si elle n'achetait toujours pas suite à l'ouverture du premier mail, j'ai envoyé un autre email, je crois, de rappel. Parce que d'ailleurs, je limitais. Je disais, voilà, cette promo-là de 15%, elle est pendant 48 heures. Puis, si la personne n'achetait toujours pas, je renvoyais de 15, je crois, je passais à 20%.
Et là encore, je relimiter, je disais voilà, c'est la dernière promo, c'est fini après, il y aura plus de promos possibles, etc. Et je déclenchais énormément d'achats parce qu'en fait, j'avais un premier signal qui était ok, la personne a atteint une limite gratuite, donc c'est qu'elle est intéressée, donc c'est qu'elle est utilisatrice de la solution pour la pousser à passer payant. Ensuite, quand un utilisateur se connectait pour la première fois sur l'application après s'être abonné, donc après être devenu un client finalement, je prenais ce que je dirais une photographie de l'utilisation qu'il avait faite de l'application jusqu'à présent. Je m'explique. Un peu plus tôt, je vous ai dit que je sauvegardais l'information de tel utilisateur a atteint la limite payante de telle fonctionnalité. Eh bien, je faisais ça en fait pour toutes les fonctionnalités qui étaient limitées, et afin de voir quelles étaient les limites qui étaient atteintes. Donc, une fois que la personne passait premium, s'il avait atteint, par exemple, le nombre max de zones de chasse, ou qu'il avait essayé d'utiliser les fonds de carte, parce que les fonds de carte IGN, par exemple, je les avais bloqués, on pouvait que les utiliser en premium. Et si, en fait, je renvoyais cette information-là sur mon serveur, mon dashboard, et que je consultais régulièrement. Et l'idée, c'était quoi? C'était de me dire, ok, quelles sont les fonctionnalités les fonctionnalités gratuites les limites atteintes qui déclenchent le payant. Pourquoi se poser ces questions-là? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, par exemple, que c'était, je crois, les postes de chasse et les fonds de carte, le fonds de carte IGN qui était très souvent, ils avaient la limite gratuite et du coup, derrière, ils passaient premium pour les avoir. Et donc, je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait des récurrences sur qu'est-ce qui poussait les gens à passer du gratuit au payant. Et donc, quand on a cette data-là, donc, ok, les gens sont intéressés par les fonds de carte IGN et par les postes de chasse. Eh bien, dans l'expérience utilisateur, si j'ai une liste, par exemple, avec tout en bas les fonds de carte et tout en bas aussi, par exemple, les postes de chasse, eh ben, peut-être que je vais remonter en haut de la liste pour pousser les gens à sélectionner cette option bien plus tôt, en fait, dans le parcours utilisateur. Ou peut-être même que je vais complètement changer le parcours utilisateur et je vais pousser les gens, par exemple, à atteindre la limite des postes de chasse ou de l'utilisation des fonds de carte dès le début du parcours utilisateur qu'ils vont faire. Parce que je sais que derrière, ça va les pousser à passer premium. Donc vous voyez, voilà une petite stratégie que je vous partage, que j'ai mis en place pour essayer de mieux comprendre l'utilisation de l'application d'un point de vue purement data, sans interagir avec les gens au téléphone, via voilà ce système-là qui marchait plutôt bien. Derrière, une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on comprend mieux l'usage que font les gens de son outil, eh bien, on va pouvoir changer son positionnement. Par exemple, moi, je me suis rendu compte que les gens utilisaient surtout mon application pour la pratique de la chasse en battu au sanglier. Donc, en fait, vous avez des chasseurs qui sont positionnés à des postes et qui, voilà, ils vont lancer les chiens, je crois, au milieu. Il y a les sangliers qui vont sortir et du coup, ils vont tirer sur les sangliers. Eh bien, une fois que j'ai compris que mon application, elle était surtout utilisée dans ce contexte-là, eh bien, j'ai changé sur ma page de vente et je me suis directement adressé aux chasseurs en sanglier, du coup aux chasseurs qui ont cette pratique-là. Donc je me suis limité, je me suis concentré sur cette niche parce que je me suis dit ok, si mon application est utilisée dans ce secteur-là, eh ben, je vais réorienter mon discours marketing parce que c'est là où j'ai le meilleur résultat. Et c'est ce qui s'est passé en fait. C'est là qu'on déploie vraiment ces résultats en se focalisant, en fait, c'est la loi de Pareto. 80, plutôt que de focaliser mon énergie partout, je me concentre là, mes revenus viennent. Et c'était la chasse au sanglier. Et donc je change mon marketing, etc., ma communication, mes fonctionnalités, mon parcours client pour le rendre le plus pertinent possible. D'ailleurs, petit parallèle, Facebook, eux aussi ont fait exactement la même chose, et eux, ce qu'ils ont découvert, c'était que je crois à partir de 7 ou 10 amis en fait que vous avez ajoutés sur Facebook, ben, vous devenez un utilisateur régulier de Facebook. Et Twitter, c'est à partir de un certain nombre de personnalités que vous suivez en fait. Ils se sont rendus compte que les gens ne tweetaient pas, je crois qu'il y a 1% qui tweetaient, et 99% de followers. Et donc, ils poussent maintenant les gens dans leur parcours description à follow un maximum de gens. Et ils ont en fait travaillé sur leur parcours utilisateur, et leur algorithme de recommandation de qui tu dois suivre en fait pour devenir un utilisateur de Twitter. Maintenant, pour améliorer votre taux de conversion sur la page de vente, n'hésitez pas à ajouter des éléments de preuve sociale tels que votre nombre d'utilisateurs, témoignages clients, prix, photos des fonctionnalités pour vraiment aider les gens à se projeter dans l'utilisation de votre outil.
photos et liens d'articles de presse si vous en avez, et le logo de vos partenaires. Donc tout ça, tous ces éléments de preuve sociale vont rendre les gens plus à l'aise à l'idée d'acheter votre solution parce qu'ils auront plus confiance, en fait, tout simplement. Pour augmenter cette fois-ci votre nombre d'utilisateurs et donc in fine de clients, je vous invite à tester plusieurs solutions pour gagner des clients, des utilisateurs de manière générale, et de se focaliser ensuite toute votre énergie sur la solution qui vous obtient le plus de résultats. Au début, par exemple, moi, je postais des messages de présentation de l'application sur tous les groupes de chasse sur Facebook, et j'allais comme un bourrin, c'est-à-dire j'étais sur 200 ou 300 groupes de chasseurs, et je postais en masse. Et puis, quand je me suis rendu compte que c'était surtout la chasse en battu, j'ai retravaillé mon message d'approche et mes vidéos de démo que je mettais, et je me suis concentré surtout sur la chasse en battu et le partage. Toutes les semaines, en fait, je partageais un post sur 100 ou 200 groupes de chasseurs au sanglier, voilà, battus, parce que c'est ça qui m'a amené le plus de résultats. Maintenant, je vais vous partager la technique de Dropbox et de Kayak pour gérer ses clients. Alors, l'astuce numéro 1, c'est de laisser, ça c'est l'astuce du gérant de Dropbox, il a laissé son numéro de téléphone, je crois, sur le site accessible très facilement pendant des années, même après que Dropbox est un succès immense. Pourquoi ? Pour se retrouver régulièrement face à des utilisateurs, pour être en contact avec eux, et pas que le succès de son entreprise, en fait, le détache finalement du besoin utilisateur et de ce qu'il recherche. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, on n'est pas harcelé. Moi, j'avais rarement des sollicitations par téléphone, les gens m'appelaient rarement. Ça arrivait de temps en temps, même en ayant plus de 10 000 utilisateurs par mois, tous les mois. Donc voilà, c'est un excellent moyen de récupérer du feedback client de vos utilisateurs ou de répondre à des questions en vue de gens qui vont acheter, en fait. Parce qu'il y a des fois, il y a des gens, ils se posent des questions et ils n'ont pas la réponse sur votre page de vente, ils vous appellent, ils vous disent, voilà, je suis machin, je chasse, je fais ci, ça, j'hésite à acheter votre abonnement, je me pose telle et telle question, vous répondez aux questions, les gens finissent par acheter, et en plus de ça, maintenant que vous avez eu du feedback sur les questions qui se posent, vous allez pouvoir ajouter dans la section FAQ les réponses aux questions, ou modifier votre page de vente pour ajouter de la clarté suite à ce feedback client-là, ou même améliorer votre application suite à l'échange que vous avez pu avoir avec cette personne qui va vous faire un feedback sur votre application, sur un problème ou quelque chose qu'il n'a pas compris. Pour la petite anecdote concernant Kayak, en fait, Kayak, ce qu'il faisait, c'est qu'il demandait à ses ingénieurs, je crois, 1 journée par mois, il est payé en fait à répondre au téléphone au service client plutôt que de payer des gens spécialisés dans le service client. Et d'ailleurs, les ingénieurs leur coûtaient beaucoup plus cher à répondre au téléphone, puisqu'un ingénieur, c'est généralement mieux payé qu'une personne au service client. Et à ce titre-là, pourquoi est-ce qu'il faisait ça ? En fait, le CEO, il expliquait que, en fait, quand les gens les sollicitaient 10-15 fois par rapport à un bug qu'il y avait sur le site, en fait, à la fin, ils en avaient marre, et du coup, ils allaient corriger le bug. Et le fait d'être un peu plus en contact avec le feedback client, de se prendre parfois des bâches et des claques dans la figure, parce que vous allez vous en prendre, moi je peux vous dire que je m'en suis pris sacrément pour des bugs et tout, en fait, on devient meilleur développeur, on devient meilleur dans le produit, parce qu'en fait, on est confronté à la réalité, on est confronté aux gens pas contents. Et je peux vous dire que, à titre personnel, quand votre manager il vient vous tirer les oreilles, il vient vous dire ouais Lilian, le client n'était pas content parce que là ça allait pas. Surtout quand j'étais en CDI, j'étais là ok bon c'est cool ouais bon peut-être que j'aurais dû faire mieux, mais je m'en moquais un petit peu. Par contre, quand j'avais un client qui m'avait donné de l'argent et qui était pas content, je peux vous dire que je culpabilisais. Et la gifle que je me prenais, alors pas physique, mais virtuelle, elle me boostait beaucoup plus à progresser, non seulement en tant que développeur, mais à améliorer mon produit. Parce que voilà, j'avais un client qui était insatisfait, qui avait probablement raison d'être insatisfait. Du coup, ça me poussait à progresser, à être meilleur en produit et en développement, puisque je me suis rendu compte de bugs que je pouvais développer. Dernière méthode que j'ai envie de vous partager cette fois-ci pour transformer des clients, oui, que vous avez, qui achètent votre solution en véritables fans, c'est de noter les suggestions de fonctionnalités qu'ils vont vous faire. Alors, quand un utilisateur ou même un client, vous fait une suggestion de fonctionnalité, je vous invite à leur demander pourquoi à maintes reprises. Pourquoi est-ce que vous souhaitez ça ? Pourquoi ? C'est la fameuse technique des 5 ou 7 pourquoi, pour vraiment comprendre leurs besoins fondamentaux afin d'y répondre au mieux. Parce que des fois, les gens, ils vont se prendre un petit peu pour vous, ils vont prendre surtout quand ils ont de l'expérience dans l'informatique, etc. Ils vont dire, ouais, ça serait bien d'avoir telle fonctionnalité, etc. Ou de designer, d'ajouter ça. Et quand vous comprenez pourquoi, en fait, vous vous rendez compte que leur prescription
de solutions étaient complètement à côté de la plaque, parce que vous pouvez y répondre complètement différemment. Par contre, leur besoin, généralement, il est réel. Notez les idées de fonctionnalité, et ensuite, moi je vous invite à garder une trace de l'ensemble des gens qui vous suggèrent des fonctionnalités. Envoyez-leur un message le jour où vous ressortez la fonctionnalité. Et d'ailleurs, j'ai entendu des entreprises qui automatisaient ce genre de process-là en disant « Salut un tel, tu nous as appelé tel jour à telle heure en nous faisant la demande de telle fonctionnalité. Eh bien, cette fonctionnalité, on l'a faite pour toi. Et elle est disponible dès aujourd'hui ou elle sera disponible demain. Et on aimerait beaucoup nous dire ce que tu en penses. Et vraiment, merci pour ta contribution, etc. » Et là, les gens, ils se sentent valorisés à un niveau incroyable, et ils deviennent de véritables fans, parce qu'ils disent, mon Dieu, ils m'ont écouté, ils vont développer ma fonctionnalité, etc. Et ils m'envoient ce feed, et je vais vous dire, ils vont partager votre email sur les réseaux sociaux, ils vont parler de vous, regarde, j'ai fait ça, ils vont être fiers d'eux, et du coup, ça va devenir de véritables évangélistes, et ils vont vous apporter des clients, parce qu'ils vont se dire, punaise, ils sont incroyables, ils m'ont écouté, ils ont fait ci, etc. Donc ça aussi, c'est une petite astuce que je vous invite à adopter lorsque les gens vous font des retours. Notez-les, essayez de comprendre pourquoi, écoutez-les, et derrière, proposez, si vous le faites, proposez une fonctionnalité, prévenez-les, et vous verrez, vous en ferez des fans, et c'est des clients qui vous seront très fidèles, j'espère à vie. Si vous qui écoutez ces podcasts, vous avez des questions sur votre projet SaaS, n'hésitez pas à me les poser en commentaire de la vidéo ou directement sur LinkedIn à m'ajouter. Je ferai peut-être un troisième épisode, FAQ. Dans tous les cas, je vous invite à regarder les liens en description. Sachez que vous pouvez réserver 30 minutes, un call de 30 minutes avec moi pour me parler d'un projet, donc c'est un call payant. Vous pouvez les retrouver sur mon site lilianalvarez.com. J'ai aussi une activité de formateur en freelance sur lilianalvarez.com aussi, vous pourrez regarder. Et je vous invite, si vous êtes freelance, à regarder les 2 mini-formations. Les liens sont en description. Donc que vous soyez freelance déjà en activité ou que vous soyez salarié et que vous souhaitiez vous lancer en douceur, sans erreur, sans faire des erreurs de fiscalité, etc. Je vous invite à regarder les 2 mini-formations que j'ai faites récemment, parce qu'elles sont vraiment top, avec des partages et des retours d'expérience du terrain. Et sinon, si cette série de 2 podcasts vous a plu, je vous invite à m'envoyer un petit message de remerciement, parce que ça m'a demandé un travail assez important, sur LinkedIn à Lilian Alvarez. Et si vous souhaitez obtenir la fiche de ce podcast, de ces séries de podcasts sur les projets SaaS, je vous invite à regarder le lien en description et à télécharger la fiche. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. À très bientôt. Ciao.